Salut les amis et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de correction de physique, c'est sur la rotation aujourd'hui. Donc ça reste un peu sur les mêmes concepts que les autres fois, donc avec la vitesse, l'accélération, voilà. Les prochaines séries ça va changer un petit peu de paradigme, vraiment on va rentrer dans une autre sorte de physique, hein. Et voilà, j'espère que ça vous aide un maximum. Je vous prends pas plus de temps, on y va directement avec l'exercice 1. Alors maintenant pour l'exercice 5, donc je vais pas vous lire la consigne parce qu'elle est assez longue, mais en gros on a une bouteille de 500 grammes, une autre bouteille de 500 grammes et une bouteille de 50 grammes, enfin un objet de 50 grammes. Donc on a un plateau et on aimerait qu'il soit en équilibre sur un seul doigt. Pour répondre de manière intuitive à cet exercice, il y a une technique, hein. Cette technique c'est on imagine qu'on n'a pas le petit poids, d'accord? Donc, où est-ce qu'il faudrait placer notre doigt pour que le plateau reste droit si on néglige ce petit poids? Donc, on a ces deux bouteilles. Si on met notre doigt plutôt de ce côté, bah, on voit que le plateau va tomber de ce côté-là, et inversement. Donc, on voit bien qu'il faut placer notre doigt sur la ligne qui relie les centres de masse des deux bouteilles, donc cette ligne-là. Et puis, si on place notre doigt plutôt de ce côté-là, bah, on voit bien que le plateau, il va tomber de ce côté-là, d'accord? Juste intuitivement, hein. Il n'y a pas besoin de faire des calculs dans tous les sens. Donc on voit bien que il faut qu'on place aussi notre doigt sur une ligne comme ça pour pas qu'il tombe selon cet axe. Donc il faut qu'on place notre doigt à équidistance entre ces deux bouteilles. Mais maintenant si on rajoute du coup un bandage de 50 grammes, eh ben il faut qu'on déplace notre doigt parce que on voit bien que si on place notre doigt par exemple en D, eh ben le plateau il va avoir tendance à tomber de ce côté-là. D'accord? Même si on laisse notre doigt là où il était, le plateau il va tomber du côté où on a rajouté du poids, puisqu'il était en équilibre, on rajoute du poids, il n'est plus en équilibre. Et on se rend compte maintenant que pour que le plateau soit en équilibre, il faut qu'on place notre doigt, donc pas en A, parce que là on voit bien que tout tombe, pas en B, parce que bah, là on voit bien qu'il y a plus de poids de ce côté-là du plateau que de ce côté-là du plateau. Pas en E, parce que bah, là on se rend compte que tout tombe, pas en D non plus, parce que déjà en ce point-là, euh, si on rajoute ce poids, ça tombe, mais du coup en C, parce que en C, on rapproche le centre de ce poids-là, et donc le plateau peut tenir en équilibre, voilà, parce qu'on rajoute ce poids. Donc ça, c'est un peu une manière intuitive de répondre, ça peut se faire en une fraction de seconde, une fois qu'on a compris l'exercice. Donc voilà, et du coup, c'est la réponse C, au point C. Alors pour l'exercice 1, on a un entraînement pour astronautes dans l'aviation, et parmi les astronautes, les membres de l'équipage doivent être bien entraînés à supporter de fortes accélérations. Dans ce but, ils utilisent des machines qui remplacent l'accélération linéaire par une accélération centripète. Oui, parce que une accélération, elle peut être linéaire. Par exemple, vous qui êtes dans une voiture, puis la voiture, elle commence à accélérer. Là, vous allez en ligne droite, donc ça veut dire que l'accélération, elle est linéaire. Et puis, on peut aussi avoir une accélération centripète, c'est-à-dire que quand on a, ça vous l'avez vu dans votre cours de physique normalement, mais je vous le réexplique, quand on a, par exemple, une nacelle donc d'entraînement d'astronaute ici, qui tourne autour d'un point, le point ici par exemple, si elle tourne comme ça, eh ben, il y aura une accélération centripète qui va nous pousser vers le bord. Et ça, on la ressent parce que cette accélération centripète, on ressent une sorte de force qui nous pousse contre ce pan-là de la nacelle, donc dans ce sens-là. Et ça, c'est l'accélération centripète. L'accélération centripète, il y a une formule toute faite dans la table, dans le formulaire de physique, qui vous sera très très utile. Donc, une cabine est rattachée à un bras métallique long de 20 mètres, donc ça c'est important, ce bras-là fait bien 20 mètres. Et puis ce bras, il fait tourner la navette d'un mouvement circulaire, ça c'est ce qu'on vient de dire. Et on cherche la vitesse qu'il faut atteindre avec la cabine pour simuler une accélération de 5G. G, je le rappelle, c'est la constante d'accélération sur Terre, petit g, donc c'est 10 mètres par seconde au carré, c'est 9,81, mais nous on abrège toujours 10 mètres par seconde au carré, sauf si c'est spécifié autre chose dans la consigne. Du coup 5G, ce sera 50 mètres par seconde au carré, d'accord? Et maintenant on cherche quelle est la fréquence de rotation correspondante. Donc la fréquence de rotation correspondante, elle sera donnée ici, et puis la vitesse, ça ce sera la vitesse de la nacelle. Donc pour calculer ça déjà, on va commencer par calculer la vitesse de la nacelle. Pour calculer la vitesse, il n'y a rien de plus simple, on applique juste cette formule-là. Cette formule-là, elle nous dit que l'accélération qu'on cherche, donc 50 mètres par seconde au carré, on va le noter, 50, c'est égal à la vitesse au carré. La vitesse, on ne la connaît pas encore, donc vitesse au carré, on la laisse comme inconnue, divisé par le rayon. Le rayon, on a dit que c'était 20 mètres. Ok, bon. Alors, là, c'est simple. C'est-à-dire que V au carré, c'est égal à 50 fois 20, donc 1000. Ok, donc c'est-à-dire que V, c'est égal à la racine carrée de 1000.
et puis la racine carrée de 1000, c'est 31,63. Ok, c'est avec la calculette qu'il faut faire le calcul. Très bien, donc 31,63, c'est quoi? C'est V. V, c'est quoi? C'est la vitesse. En kilomètres par seconde ou en mètres par seconde? Bah, en mètres par seconde, parce qu'on a toujours pris des mètres et toujours pris des secondes dans cette formule. Donc, ce sera bien 31,63 mètres par seconde. Maintenant, 31,63 mètres par seconde, c'est égal à 113,87 km/h, parce qu'on l'a vu dans la série 1, pour passer de mètres par seconde à km/h, il faut faire fois 3,6, d'accord? Et si on fait 31,63 fois 3,6, on trouve bien 113,87. Donc déjà, ce qu'on peut barrer comme réponse, c'est la B, c'est sûr que c'est pas la B. Et puis la C, c'est sûr que c'est pas la C non plus. Ok. Bon, maintenant on sait que ces trois valeurs de vitesse, c'est les mêmes. Donc pour discriminer la réponse juste, il faut s'intéresser à la fréquence, qui n'est pas la même ici. D'accord? La fréquence, c'est le nombre de tours que la nacelle va faire en une seconde. D'accord? Puisqu'on voit que chaque seconde, ça donne X nombre de tours. C'est ce nombre de tours qu'on cherche. Ok. Donc pour trouver ça, il faut savoir la circonférence totale de ce cercle-là. Et pour trouver la circonférence, on fait 2πr. Et puis 2πr, c'est 2 fois pi, ça on connaît, on fait avec la calculatrice. Et puis r, c'est le rayon de 20 mètres. Et ça nous donne précisément 125,66 mètres. Ça, c'est le pourtour total du cercle. Maintenant, pour trouver quelle est la fréquence, il faut savoir combien de tours la nacelle fait en une seconde. Puis si la nacelle elle fait 31,63 mètres par seconde, mais que le tour il fait 125,66, déjà, c'est que la nacelle elle fait moins qu'un tour par seconde, puisqu'elle va moins vite que... Enfin, ouais, vous avez compris quoi. Elle fait 31,63 mètres en une seconde, et il faudrait peut-être théoriquement 4 secondes pour faire le tour complet. Donc c'est-à-dire qu'en une seconde, elle va peut-être bouger de là à là, ok? Et puis de là à là, c'est un quart de cercle à peu près, hein. Donc si on fait le calcul, 31,63 divisé par 125,66, on trouve à peu près 0,25, et ça nous donne la fréquence. Donc on sait que maintenant, c'est la réponse E, puisque c'est la seule où les deux valeurs sont correctes. Alors pour l'exercice 3, tournette, Georges, ici, qui est un étudiant de masse 109 kg, il est assis à une distance de 1 mètre du centre du manège, d'accord, d'une tournette. Bon, ils appellent ça une tournette, mais bon, un manège. Initialement au repos, donc c'est-à-dire que là, il est sur le manège, mais que le manège tourne pas. Georgette lance vers lui une balle de 1 kg. Donc là, elle prend une balle, et puis elle lui lance directement à Georges. Une balle qui fait 1 kg. Et elle a une vitesse de 11 mètres par seconde, cette balle. Et elle la lance de manière tangentielle, donc c'est-à-dire qu'elle va le lancer exactement dans ce sens-là, de manière tangente au cercle. Donc en fait, c'est pas comme j'ai dessiné. Elle va le lancer directement comme ça. D'accord? Ce qui va permettre de faire tourner le manège. Tac, tac, tac. Georges attrape la balle et en négligeant les frottements de l'inertie propre de la tournette, celle-ci se met à tourner. Donc on néglige le poids de la tournette, on néglige aussi les frottements de la tournette, les frottements de l'air, tous les frottements. Et puis on va voir à quelle vitesse et puis à quelle fréquence tourne Georges une fois qu'il a attrapé cette balle, parce que ça va donner une force à Georges dans ce sens-là qui va faire qu'il va tourner. Cette force, elle va être transmise instantanément, parce que Georges, on va penser qu'il va attraper la balle directement. Et puis maintenant, on va calculer un petit peu les différents points. Donc Georges se déplace à une vitesse de 0,10 mètres par seconde. Donc là, souvent, dans ce genre d'exercice, il faut prendre la formule de la quantité de mouvement. Donc ça, c'est P. P, donc, c'est la quantité de mouvement initiale de la balle. Et cette quantité P, elle sera égale à la quantité de mouvement une fois que Georges aura attrapé la balle, mais à la quantité de tout le manège. Donc en gros, la quantité de mouvement de la balle initiale, elle sera égale à la quantité de mouvement de l'ensemble du manège une fois que Georges aura attrapé la balle, puisque initialement il n'y avait pas de vitesse, et qu'après il y aura une petite vitesse qui sera induite par la balle. Donc là, très facilement, ça c'est la manière la plus simple de répondre, hein. Il y a d'autres manières, mais c'est comme ça qu'on va aller, parce qu'il faut aller rapidement dans ce type d'exercice. Et celui-là, il est particulièrement long à répondre. Donc, quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Donc, la masse de la balle, c'était 1 kg fois la vitesse 11. Ok. Et puis ça doit être égal à, pareil pour la masse de Georges plus la balle. Donc, ça, on a dit que c'était 109 plus 1, ça fait 110. D'accord?
Et puis la vitesse, on ne sait pas la vitesse en fait, d'accord? Donc on a que 11, tout ça, ça c'est 11, ça doit être égal à 110 fois quelque chose. Bah 110 fois 0,1, ça fait 11, on est d'accord? Donc du coup, on a que la vitesse, elle est égale à 0,1 mètres par seconde, d'accord? Bon, voilà, on voit que la A, elle est juste. Très bien. Ensuite, la B. La vitesse angulaire de la tournette est de 0,10 radians par seconde. Donc on se rappelle juste une chose, c'est que une vitesse angulaire, c'est sur l'entièreté du cercle. Puis l'entièreté du cercle, c'est 2pi. 2pi, c'est 2 fois 3,14, d'accord? Donc on a 6,28 radians par seconde. Si on avait une vitesse de 6,28 radians par seconde, c'est que Georges, il ferait un tour par seconde. Là, on voit que Georges, il a une vitesse de 0,10 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'il va dans ce sens-là, ou alors quand il sera ici, dans ce sens-là, à 0,10 mètres par seconde. Le cercle en lui-même, il fait 6,28 mètres de circonférence, parce que le diamètre, enfin la circonférence, je vais marquer cirque, c'est égal à 2 pi r. 2 pi r, c'est égal à 2 fois 3,14 fois le rayon qui est de 1 mètre. Donc ça, c'est bien égal à 6,28, comme je vous disais. Et donc du coup, on a que la vitesse angulaire de la tournette, on va la calculer. Donc, on sait que Georges, il parcourt 0,1 mètre par seconde, et 0,1 mètre sur 6,28 mètres. Bah ça, si on veut transformer en radians par seconde, on a que, si on compare une vitesse de 6,28 radians par seconde, on a que, par seconde, on a que la vitesse de Georges, elle est de 0,1 radians par seconde. On est d'accord que cette égalité, elle est juste, d'accord? Donc, on peut dire que la B, elle est vraie aussi. Maintenant, la C, la période de la tournette est 6,35 secondes. Donc, la période, la formule, elle est simple, hein, c'est 1 sur la fréquence. Bon, on va d'abord calculer la fréquence. La fréquence, c'est la vitesse angulaire qu'on a déjà calculée, qui est de 0,10 radians par seconde. Donc, on va calculer la fréquence ici. Je fais un petit trait. La fréquence, c'est de 0,1 radians par seconde sur 2pi. D'accord? Et puis tout ça, ça nous donne que la fréquence, si on la calcule, ça nous donne 0,0159, à peu près. Voilà. Et du coup, si on veut la période, c'est 1 sur la fréquence, et ça, on se rend compte que c'est pas égal à 6,35. Donc, la C, elle est fausse. Et puis maintenant, la D, la fréquence de la tournette est de 0,0159 Hz. Bah oui, Hz, c'est des tours par seconde. Et puis là, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc, la D, elle est juste aussi. Pour l'exercice 4, donc c'est un exercice qui prend pas mal de temps, même beaucoup de temps. Normalement, vous ne devriez pas en aborder comme ça à l'examen, mais c'est toujours possible. Et puis quand vous tombez devant un exercice comme ça, à l'examen, c'est important de garder la tête froide et puis d'essayer de résoudre petit à petit, parce que ça se trouve, il n'est pas si long à résoudre que ça. Donc, faut y aller avec ce que vous connaissez déjà en premier, et puis essayer de le résoudre avec comme vous y arrivez, quoi. Maintenant, peut-être à l'examen, c'est aussi plus intéressant de le skipper dans un premier temps pour y revenir si vous avez le temps d'y répondre. Bon, là dans l'exercice, on va essayer de le faire quand même. Donc, on a les satellites géostationnaires qui se déplacent de manière synchrone avec la Terre et restent constamment au-dessus du même point de surface, d'accord? C'est-à-dire que la Terre, elle tourne, et puis lui, bah, il tourne aussi en même temps, et puis il reste au-dessus du même point toujours. Ils sont utilisés pour le suivi de la météo ou des services de communication tels que la télévision, ça on s'en fout. Parmi les réponses suivantes, quel couple d'altitude HS et de vitesse VS d'un tel satellite est correct? Donc, là, on se dit, oulala, beaucoup d'infos, comment on fait pour y répondre? Donc là, on a le satellite qui est ici, et puis, pour qu'il reste à une certaine altitude, il faut que la force de gravitation qui l'attire vers la Terre et la force centripète qui le tire vers l'extérieur, il faut qu'elles soient égales, ces deux forces, d'accord? Donc on va essayer de faire en sorte qu'elles soient égales. Déjà, on va calculer la force de gravitation, d'accord? Force de gravitation, ça c'est égal à grand G fois m fois petit m divisé par le rayon au carré. Grand G, on l'a. Grand G, c'est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11. Ensuite, on veut grand M. Grand M, c'est la masse de la Terre, donc c'est 6 fois 10 puissance 24.
Et ensuite, on veut fois la masse du satellite, 4000 kg. D'accord? Le tout divisé par le rayon au carré. Mais le rayon, on l'a pas encore, hein, parce que le rayon, on a bien le rayon de la Terre, d'accord? Mais il ne faut pas s'y tromper. Ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement ce rayon-là, c'est le rayon de la Terre plus la distance entre la surface de la Terre et le satellite, d'accord? Pour avoir tout ce rayon-là, parce qu'on s'intéresse à cet objet-là. Donc, pour le trouver, c'est assez simple. Juste additionner 6400 km, donc 6 400 000 mètres, plus la distance qui donne ici. Et là, c'est 35,9 fois 10 puissance 3. Donc, c'est 35 900 000 kilomètres. Mètres, pardon. Mètres. Et tout ça, donc ça c'est pour le cas 1, hein, le cas A. Tout ça, on trouve que c'est égal à 894,66 newtons. D'accord? Donc, à partir de là, on va déjà essayer de calculer la force centripète pour le A. Et après, on fera pour les autres si on voit que pour le A, ça joue pas. Donc, force centripète, ça, c'est assez simple. C'est V carré. Donc, on a V carré divisé par le rayon fois la masse. Donc, V carré, on l'a. Donc, c'est 3076 mètres par seconde au carré. Tac. Le tout divisé par le rayon. Le rayon, on l'a trouvé aussi, c'était le gros chiffre qu'il y avait en dessous. Bon, si on fait l'addition, on trouve 42 300 km. 300 km ou 42 300 000 mètres. Il faut toujours mettre en mètres. Et tout ça, fois la masse. La masse de quoi? La masse du satellite. Hein. C'est du satellite qu'on s'intéresse. Donc fois 4000. D'accord. Bon, si on fait toute cette grande multiplication, on trouve que c'est égal à 894,73 newtons. Bon, l'un et l'autre sont suffisamment proches pour dire que c'est la même chose, hein, parce que certains arrondis, nous on les fait, d'autres le prof ne les fait pas. Mais quand on trouve des réponses qui sont autant similaires, c'est que c'est les bonnes réponses. Donc a priori, la A, elle est vraie. Très bien. Maintenant, on va voir, comme c'est une A, normalement, les autres, elles doivent être fausses. Donc, la B, est-ce que, sans faire les calculs, déjà, est-ce qu'on peut rapidement se faire une idée? Là, on voit que le satellite est beaucoup plus proche de la surface de la Terre que l'autre, mais par contre, il va moins vite. C'est-à-dire que, comme il est plus proche, FG est plus grand, mais comme il va moins vite, FC est plus petit, puisque comme il va moins vite, FC sera plus petit. D'accord? Donc si ça c'est plus grand et ça c'est plus petit, forcément il va s'approcher inexorablement de la Terre, et la vitesse ne suffira pas à le maintenir en orbite, donc la B elle est fausse, absolument. Maintenant, la C, ok, la C, on voit que c'est à peu près la même distance, à très très peu de choses près, de la Terre. D'accord? Donc il y a quasiment autant de distance là que pour la A. Et puis, la vitesse, elle est très très différente, hein, il y a facteur 100. Donc la C, c'est sûr qu'elle est fausse, si on a fait nos calculs juste avant. Et puis la D c'est la même chose. On a une distance qui est encore plus grande que la A, et puis une vitesse qui est toujours plus petite que la A. Donc, à partir de là, on sait aussi que la D, elle est fausse. Puis la E, aucune de ces réponses, non, puisque la A est juste. Donc voilà, ça sert des fois à rien de tout recalculer, on perd beaucoup de temps, pour être sûr. Juste des petites logiques comme ça fait que on gagne beaucoup de temps. Maintenant, dans cet exercice-là, il y en a qui pourraient se dire, mais est-ce que c'est possible qu'un satellite il soit géostationnaire à 3076 mètres par seconde, d'accord? 3076 mètres par seconde, ça donne à peu près 10 000 km/h, d'accord? 10 000 km/h, ça pourrait pas être géostationnaire, parce que la circonférence de la Terre, c'est à peu près 40 000 km, donc 10 000 km/h, ça pourrait pas aller, parce qu'en 4 heures, ça ferait déjà le tour de la Terre. Donc il y a certains petits malins qui pourraient se dire, et puis en fait, ils auraient assez raison, et dans un exercice du fédéral, peut-être, pardon, pas du fédéral, dans un exercice de l'examen de fin d'année, peut-être que ça peut jouer si jamais vous faites recours ou quoi que ce soit, mais de dire que, là, typique, le rayon de la Terre, on sait, c'est 40 000 km, et puis ce serait pas possible qu'un satellite soit géostationnaire à 10 000 mètres par seconde, 10 000 km/h,
Donc du coup, en fait, ce serait aucune de ces réponses sont vraies, parce que on a dans la consigne que c'est des satellites géostationnaires. Donc bon, on est dans un exercice de physique, là le but c'est d'apprendre, c'est de vraiment comprendre le problème sans pinailler sur des petits détails comme ça. À l'examen, peut-être que vous pourrez vous en sortir si vous êtes à 2 points de passer votre année puis vous voulez faire recours. Maintenant, c'est pas forcément le but. Là, vraiment, le but, c'est de comprendre cet exercice. Et de toute manière, à l'examen, eux, ils savent bien que les élèves, certains font recours. Donc, eux, ils limitent tout ce genre de petits biais. Donc, voilà. Là, c'est la réponse pour cet exercice 4. Donc, pour l'exercice 5, on considère le système Terre-Soleil supposé isolé. Donc, qu'il n'y a pas de Lune, il n'y a pas d'autres planètes qui gravitent autour du Soleil. La Terre a une masse de 6 fois 10 puissance 24 kg et le Soleil de 2 fois 10 puissance 30 kg. On peut affirmer que. Là, on va déjà essayer de répondre assez instinctivement à la question. Le centre de masse est plus proche du centre du Soleil que celui de la Terre. Là, on a vu que le centre de masse d'un système, c'était le centre autour duquel deux astres tournent. Par exemple, dans le système solaire, si on a la Terre, comme dans cet exemple, et puis le Soleil, bah, d'habitude, classiquement, on dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, d'accord? Autour de ce point-là. Sauf que, alors c'est peut-être vrai si vraiment on pense que le Soleil est infiniment plus massif que la Terre, sauf que c'est pas exactement le cas, d'accord? Le centre de masse, il va pas se situer au centre du Soleil, mais peut-être juste à la périphérie du Soleil, peut-être juste un petit peu plus loin que le Soleil, ou peut-être tout proche du centre du Soleil. Si vraiment ça c'est très 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 massif, puis ça léger comme une plume, bah, ce sera pas au centre du Soleil, mais juste un tout petit peu à côté, d'accord? Et donc le centre de masse est plus proche du centre du Soleil que celui de la Terre, bah oui, parce que le centre de masse est toujours plus proche du centre de l'objet le plus massif. Donc ça, la A, elle est vraie. Pardon, c'est trop gros. Tac. La A, elle est vraie. Ensuite, la B. La Terre tourne autour du centre du Soleil. Ben là, on a vu que non, parce que la Terre, elle a une masse qui n'est pas négligeable. Hein, pardon, ici. Et donc, elle va tourner autour du centre de masse, mais qui n'est pas égal au centre du Soleil. Donc, la B, elle est fausse. Maintenant, la C. Le Soleil tourne autour du centre de masse Terre-Soleil. Alors ça, oui, c'est ce qu'on vient de dire avant. Le Soleil tourne autour de ce centre-là, de masse, et puis la Terre tourne aussi autour de ce centre de masse. Donc si on place le centre de masse, par exemple, ici, je reviens un petit peu en haut, si on le place ici, eh ben, le Soleil, quand il aura fait une demi-rotation, hop, touc, 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 il sera arrivé à peu près ici, à équidistance, et puis la Terre, on va oublier hein, toute cette... ça c'est pour un autre schéma, hein, c'est toute cette ellipse, bah, la Terre, après avoir fini sa rotation, elle va se retrouver bah, ici. D'accord? Peut-être qu'elle aura fait un vrai cercle, peut-être une ellipse, peut-être qu'on voit aussi le plan là qui nous montre de profil. Bref, elle sera arrivée de l'autre côté de ce point. D'accord? Mais les deux tournent autour du même point. D'accord? Mais ils ne tournent pas autour du centre du Soleil. Mais du coup, la C, elle est vraie. Et maintenant, le centre de masse Terre-Soleil est sur l'axe passant par le centre de la Terre et celui du Soleil. Ça, oui, par définition, le centre de masse, il est toujours exactement entre enfin, sur l'axe qui passe entre les deux astres et entre les deux centres de masse intrinsèques de chaque astre. Donc peut-être qu'il se situe ici, peut-être ici, peut-être ici, peut-être ici, mais dans tous les cas, sur l'axe entre les deux. Donc la D aussi, elle est vraie. Donc maintenant pour l'exercice 3, on a un canal courbé, comme ici. Un navire de 50 tonnes vogue dans un canal courbé comme montré sur la figure. Après, il y a toute la suite de l'énoncé qui est assez compliquée, mais en fait, faut pas trop s'en préoccuper, mais je la lis quand même. La largeur du canal est très proche de celle du navire, donc on peut considérer le mouvement du navire dans le canal comme celle d'un objet ponctuel. Bon. Ouais, bon. C'est compliqué beaucoup l'affaire pour pas grand-chose. Hein. Bon. On va prendre comme si c'était un navire qui suivait cette trajectoire, hein, tout simplement. Le canal forme un quart de cercle avec un rayon de courbure 200 mètres, donc ça, hop, c'est un quart de cercle, et puis il y a un rayon de courbure de 200 mètres. Et le navire vogue dans le canal avec une vitesse de 20 km/h, elle est fixe, et il ressort de l'autre côté après un temps de 56,55 secondes. Bon, alors, la A, déjà, le navire est sujet à une force centripète pendant la traversée du canal égale à 7562 newtons. Donc, déjà, pour calculer la force centripète, il faut trouver l'accélération centripète. Une fois qu'on a l'accélération centripète, on peut la remplacer dans la formule de la force, juste en multipliant par la masse,
du bateau. Et on trouve la force centripète. Bon, alors, très simple, on remplace donc V carré et R. Donc on a l'accélération centripète, c'est égal à V carré sur R, donc c'est égal à la vitesse qui est de 20 km/h. Ok, là ça fait tilt tout de suite dans vos têtes, 20 km/h. Faut le changer en mètres par seconde, comme toujours en physique. Donc 20 km/h, on divise par 3,6 et ça donne 5,55 mètres par seconde. Ok. Donc l'accélération centripète, c'est égal à 5,55 au carré, faut pas oublier le carré, divisé par le rayon de courbure qui est de 200 mètres. Ok. Ok. Et puis tout ça, c'est égal à 30,86 divisé par 200, ce qui est égal à 0,154 mètres par seconde au carré. Ça, c'est une accélération, faut pas l'oublier. Et maintenant, pour trouver la force correspondante, donc la force centripète, il suffit de multiplier cette accélération par la masse du navire, donc 0, donc on va la mettre, la force est égale à 0,154 fois la masse du navire, 50 tonnes, il faut changer ça en kilogrammes, donc ça fait 50 000. Et tout ça, ça nous donne 7716 newtons. Ok. 7716 newtons, faut considérer que c'est égal plus ou moins à 7562. Quand il y a une marge d'erreur de moins de 10%, il faut garder la même réponse, ok? Donc ça c'est un petit truc à l'examen, parce que suivant comment on arrondit les calculs, voilà, si ils veulent que vous mettiez faux à cette question, eh ben, ils mettront une différence très grande, d'accord? Ou alors ils mettront par exemple 0,154 pour vous faire tomber dans le piège. Mais ils mettront en aucun cas quelque chose qui est si proche. S'ils mettent quelque chose de si proche, faut considérer que c'est eux qui ont arrondi d'une autre manière que nous, et il faut la mettre comme vraie. À l'examen, ça peut vous coûter des points si vous dites « Ah, c'est pas exactement la même chose », bah si, faut quand même mettre vrai. C'est une petite subtilité de la première année, comme il y en a beaucoup. Alors, maintenant la B, le navire ne change jamais la norme de sa vitesse. Est-ce que ça c'est juste? Alors oui, ça c'est juste, parce que il a une vitesse constante, sauf que la norme, enfin c'est la direction de la vitesse qui va changer. La norme, elle est effectivement constante, la norme de la vitesse. Donc la première partie de la phrase est juste, mais est-ce que la seconde partie de la phrase est juste? Donc son accélération est nulle pour toute la durée de son parcours. Alors là, elle est fausse, puisque la norme de la vitesse, on est d'accord qu'elle ne change pas. Par contre, la direction de la vitesse, elle change. Et pour que la direction de la vitesse change, il faut que le bateau subisse une accélération dans un sens ou dans l'autre. Donc, effectivement, il ne subit pas une accélération tangentielle. Donc l'accélération tangentielle, c'est ce qui ferait changer la norme de la vitesse sur une même trajectoire. C'est-à-dire que le bateau, si on l'accélère tangentiellement, eh ben, il va aller de plus en plus vite, mais sur la même trajectoire. Tandis que si on l'accélère centripètement, en fait, il subit une accélération centripète. Hein, et c'est pour ça qu'on dit que l'accélération, elle n'est pas nulle. Parce que tout corps en rotation autour d'un centre de gravité, à vitesse constante, subit une accélération centripète. Donc la B elle est fausse, puisque l'accélération elle n'est pas nulle, puisqu'il y a l'accélération centripète qui n'est pas nulle. Maintenant la C, la norme de la vitesse du navire ne change pas, ça on a dit que c'était vrai, pourtant son accélération tangentielle le long du canal n'est pas nulle. Ben, ça justement c'est faux, puisque le bateau il change pas de vitesse, ok? Il change de direction, mais sa vitesse elle est constante, donc c'est-à-dire que la norme de sa vitesse est constante. Le vecteur vitesse n'est pas constant puisqu'il change de direction, mais par contre, l'accélération tangentielle, elle est nulle, puisque le bateau, il change pas de vitesse. Si l'accélération tangentielle n'était pas nulle, alors le bateau, il se mettrait à accélérer en mètres par seconde, mais toujours sur la même trajectoire, d'accord? Hein. J'essaye de parler de manière intuitive, hein, pas de parler mathématiquement juste. Donc du coup, la C, elle est fausse. Pardon, la B aussi, elle est fausse. Hein. Avant, j'ai dit, elle est fausse. Et maintenant, la D, la quantité de mouvement initial du navire est de 277 800 kg fois mètre par seconde. Donc ça, on va le vérifier. Et pour trouver la quantité de mouvement, en fait, il faut utiliser la formule de quantité de mouvement tout simplement. C'est P égale M fois V. V, on a dit que c'était 5,55 parce qu'on prend des mètres par seconde. Donc, on va mettre P, c'est égal à M fois V, c'est égal à la masse 50 000 fois 5,55 mètres par seconde, ok?
ici on a bien des kilogrammes, là on a bien des mètres par seconde, donc l'unité totale de tout ça, ce sera bien des kilos fois mètres par seconde, ok, ça c'est juste. Et on trouve 277 500 kilogrammes fois mètre par seconde, d'accord? Ça c'est l'unité. Et ça, cette valeur-là, elle est très 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 proche de celle-là, et donc c'est peut-être aussi un changement dans l'arrondissement, peut-être qu'eux ils ont mis 5,56 hein, tout simplement, ce qui est plus juste hein, que ce que j'ai mis d'ailleurs, hein. Et ça nous met que la D elle est juste aussi. Voilà. Pour l'exercice 7, donc on a une voiture qui accélère dans un virage, donc la norme de la vitesse augmente. Le graphe qui représente qualitativement le mieux la force globale F exercée sur la voiture est A, B, C, D ou E. Donc là, on va se poser un petit peu la question parce que c'est pas si intuitif que ça. Instinctivement, on pourrait se dire, bon, la force globale exercée sur la voiture, c'est la force qui la pousse dans le sens de la vitesse, et puis bon, c'est tout, quoi, grosso modo. Mais c'est pas si simple. Donc, on peut voir la situation différemment. Si la voiture, elle accélère, c'est que, intrinsèquement, on lui applique une force, déjà dans le sens de la vitesse, hein, puisqu'elle va gagner en vitesse. Et puis, classiquement, cette voiture, il y a une force centrifuge qui la pousse vers l'extérieur du virage, tout le temps. Mais du coup, la force globale F exercée sur la voiture, parce que la voiture, elle exerce une force dans ce sens-là, mais il faut bien une force dans l'autre sens pour pas que la voiture dérape. Donc, l'addition de l'accélération, donc ça c'est une force, par exemple, externe qui serait appliquée sur la voiture. Imaginons que la voiture, elle accélère parce qu'on la tire avec un treuil, donc c'est bien une force qui est exercée sur la voiture, et ben, on a déjà un premier vecteur dans le sens de la vitesse. Et puis, la force exercée sur la voiture pour contrer la force centrifuge, eh ben, c'est bien une force centripète, d'accord? Et donc, la force exercée sur la voiture, la force centrifuge, on la prend pas en compte, parce que ça, c'est la force que la voiture exerce sur son environnement. Maintenant, il y a la force centripète qui va dans le sens inverse de la force centrifuge et qui est bien exercée sur la voiture. Donc là, il faut toujours bien savoir à quoi on se rapporte. Donc, nous, vraiment, là, on se rapporte aux forces qui s'appliquent sur la voiture. Donc la force qui la fait s'accélérer, puis la force qui s'oppose à la force centrifuge. D'accord? C'est l'addition de ces deux forces qui nous donne un certain vecteur. Et si on additionne ces deux, et ben de manière qualitative, ça va dans la direction du graphique A, en tout cas, parce que ça va dans la direction, plus ou moins, de ce vecteur-là. Ça pourrait être un petit peu plus ici, un petit peu plus ici, mais ça va plus ou moins dans cette direction. Pourquoi le B est faux? Parce que si la voiture accélère, c'est pas uniquement une force centripète qui est exercée sur la voiture, il y a aussi une force dans le sens de la vitesse, d'accord? Donc ça, ce serait vrai, cette situation, si la voiture n'était pas en accélération. Maintenant, elle est en accélération positive, dans le sens de la vitesse, donc il y a aussi une petite composante de force dans le sens de la vitesse. La C, bah non, ça, ce serait s'il y avait une décélération. La D, ce serait pas possible dans le cas d'un virage. Et puis la E non plus, d'accord? Donc voilà, parce qu'on représente bien la force centripète qui est exercée sur la voiture et pas la force centrifuge que la voiture exerce sur son environnement. Donc, dans ce cadre-là, c'est la réponse A qui est juste. Ok, alors maintenant pour l'exercice 6, on a une explosion. Donc une sphère de masse M, donc la sphère initiale c'est ça, placée à l'origine du référentiel est à l'arrêt. Elle explose en deux pièces qui partent dans la même direction, mais en sens opposé. Donc ça, tout ça pour dire qu'elles partent l'une d'un côté et l'autre de l'autre. On suppose que pendant l'explosion, aucune force extérieure ne s'applique au système. Quand l'une des deux pièces avec une masse M1 égale 0,25 mètres se trouve au point X égale 75, donc c'est-à-dire que là, on a le fragment ici qui est égal à 0, enfin un quart de la masse totale, 0,25 m. Quand il se trouve à 0,75 mètres, donc 75 cm, où se trouve l'autre fragment? Donc ici on a bien un référentiel. Donc déjà, là en tout premier lieu, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut éliminer la réponse A et la réponse B. Pourquoi? Parce que si il part dans des directions opposées, puis que ce fragment-là est déjà à 75 cm, celui-là, il sera dans le négatif, puisque le 0, c'est le point initial. Donc, ce sera forcément une des trois réponses ici. Maintenant, c'est un exercice qui peut prendre beaucoup de temps si on part dans la mauvaise direction dès le départ, ou qui peut se faire rapidement si on trouve directement les bonnes formules. Les bonnes formules ici, c'est la formule de quantité de mouvement, et en fait, elle nous dit que quand on a ici une explosion, il y a deux forces, donc deux accélérations qui seront appliquées sur ces deux objets,
hein, mais de manière égale et de sens opposé, pendant une durée égale aussi. Et ça nous dit tout ça pour dire, hein, je vais essayer de simplifier, que ces deux fragments, ils ont la même quantité de mouvement, d'accord? Puisque ils partent avec une quantité de mouvement 0, donc si on additionne leurs deux quantités de mouvement après l'explosion, eh ben, leur quantité de mouvement totale à tout système sera toujours 0. Donc c'est-à-dire que cette quantité de mouvement annule cette quantité de mouvement, d'accord? Donc maintenant, on sait que la quantité de mouvement ici, c'est la même pour les deux, donc on peut dire que M1 fois V1, c'est égal à M2 fois V2, ok? Donc M1, on l'a, c'est 0,25M, donc on va mettre 0,25. On peut mettre le M si vous voulez, hein, mais ça risque d'embrouiller un peu, mais je vais le mettre comme ça, très bien. Fois V1, d'accord? V1, on ne le connaît pas. Et ça, c'est égal à 0,75 M fois V2, d'accord? Maintenant, on voit qu'on a des M de chaque côté, ici et là, donc on peut les supprimer pour que ça soit un peu plus lisible, donc je vais effacer ça. Pardon, tac, tac, tac. J'efface ça, et puis on se retrouve avec 0,25 fois V1 égale 0,75 fois V2. Là, on est embêté parce que V1 et V2, on ne sait pas trop comment les prendre, puisque là, on nous parle de distance, et puis pas de vitesse. Mais pas de souci, parce que la vitesse, c'est rien d'autre qu'une distance divisée par un temps, ok? Donc, une distance divisée par un temps, on va dire que 0,75, bah, c'est x1, d'accord? Donc, on va mettre ici x1 sur t1. Et puis ici, la même chose, x2 sur t2. Très bien. x1, on sait que c'est 75 cm, ok? Donc ça, on peut déjà le remplacer. Tac. Donc on va mettre 0,75 pour rester en mètres. Et ici, T1 et T2, on sait que c'est les mêmes, puisqu'on se dit, au moment où le fragment 1, il est à 75 cm, où est-ce que se trouve l'autre? Donc le temps, c'est le même, donc T1, c'est égal à T2. Donc, on peut simplifier les deux équations, en enlevant ça, et on a que 0,25 fois 0,75 est égal à 0,75 fois x2. Et x2, justement, c'est la position de cet objet. D'accord? Bon, j'ai pas mis les moins ici. Enfin, là, c'est vraiment les valeurs absolues qu'on regarde, et puis après, on raisonne de tête. Hein, on va pas s'embêter avec des moins et des plus. Donc maintenant, si on résout cette équation, on trouve que x2, c'est égal à 0,25, mais 0,25 sur ce référentiel. C'est-à-dire que x2, il est là, il est parti dans cette direction-là. Donc comme on n'a pas raisonné directement avec les valeurs négatives et positives, 0,25, en fait, c'est moins 0,25, puisque ce fragment-là est parti dans cette direction, et le plus, c'est dans cette direction. Donc, on se retrouve avec moins 0,25 mètres, puisqu'on a toujours pris des mètres. Donc, c'est la réponse E. Voilà, cette troisième et dernière vidéo de correction de physique est à présent terminée. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à accrocher au début de l'année sur la physique et puis à capter comment faire pour répondre d'une manière rapide aux exercices. Voilà, maintenant il faudra vous débrouiller par vous-même, mais je suis sûr que vous en êtes capable. Beaucoup l'ont fait avant vous et c'est une grosse difficulté la physique, mais la première année c'est une difficulté de manière générale, c'est très difficile et les efforts placés en physique, je vous assure, même si ce pas des efforts qui sont toujours agréables, ils sont super rentables à l'examen parce que c'est des points que peu ont, donc si vous les avez vous, c'est des points qui vous démarquent beaucoup comparé aux autres. Donc je vous invite vraiment à pas lâcher la physique, vraiment, ok? Nous, on se retrouve pour l'examen blanc gratuit d'octobre. Donc, on organise sur notre site un examen blanc qui sera classé, qui sera tout ce que vous voulez. Et on s'y retrouve. Normalement, il y a souvent pas mal de participants. Donc, j'espère vous y voir nombreux. C'est un petit peu le rendez-vous pour savoir où vous en êtes dans le début de l'année. Est-ce que votre méthode de travail, elle fonctionne? Est-ce que faut un petit peu la remettre en question? Est-ce que la quantité de travail que vous mettez, elle est suffisante? Est-ce qu'il faudrait un petit peu plus travailler? Est-ce qu'au contraire, c'est déjà bien comme ça, faut continuer comme ça, mais pas forcément travailler plus? Donc voilà, ça donne un peu l'occasion de faire un petit topo sur la situation comparé aux autres, et ça c'est bien de le faire tôt dans l'année, donc c'est pour ça qu'on vous propose ça gratuitement pour tout le monde. Il faut juste créer le compte sur UpMed, et puis vous pourrez vous comparer par rapport à 60 personnes, à plein de personnes sur 60 QCM. Voilà, l'année dernière, ils étaient 320. J'espère que vous serez autant nombreux cette année.
Mais voilà, vous êtes à peu près 20% moins nombreux que l'année dernière, donc on verra tout ça, mais j'espère vous y voir nombreux. En attendant, tout de bon, courage pour les cours, ça s'intensifie clairement, donc courage, 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 et puis bah voilà, j'espère vous y voir nombreux. À la prochaine!